Quand on débute pour la première fois un cours d'électronique, on aborde très rapidement la notion de courant électrique. Il est en général défini comme un déplacement de porteurs de charge électrique qu'on appelle des électrons. On lui définit également un sens conventionnel qui est du potentiel positif vers le potentiel négatif. Pourtant, aussitôt défini, on est déjà face à une première problématique. Le soi-disant sens conventionnel du courant électrique est en réalité opposé au sens de déplacement des électrons. Alors pour justifier quelque part cette incohérence, certains l'expliquent par le fait que la communauté scientifique avait besoin de s'accorder sur une convention, mais que malheureusement on s'est rendu compte seulement plus tard que le phénomène se déroulait en réalité dans le sens opposé. Même si cette explication a du sens, les choses sont nettement plus complexes, et elles méritent qu'on s'y intéresse de plus près, parce que par définition, le courant électrique n'est pas un déplacement d'électrons. Ça n'est même pas un phénomène physique. Il n'a pas de sens conventionnel, parce que c'est, par définition, un sens conventionnel. En tout cas, c'est comme ça qu'il a été défini pour la toute première fois par André-Marie Ampère. Pour tenter de comprendre ce qu'est réellement le courant électrique, nous avons besoin de faire un rapide retour sur l'histoire de l'électricité. En général, les historiens s'accordent pour dire que c'est Thalès qui a été le premier à réellement s'intéresser à l'électricité, après avoir constaté qu'en frottant de l'ambre jaune avec un bout de tissu, elle obtenait la capacité d'attirer la poussière. C'est cet ambre jaune que les Grecs désignaient par électron. Il faudra attendre le XVIIIe siècle pour que la communauté scientifique réalise une avancée majeure. À cette époque, un Français du nom de Charles-François de Cisternay-Dufay réalisa une série d'expériences en frottant différents matériaux, avec cette fois non pas de la poussière mais des feuilles d'or. Et là, surprise. Si le phénomène jusqu'à présent était purement attractif, il se rend compte qu'en fonction du matériau, le phénomène peut également être répulsif. Sa conclusion sera la suivante. Il n'existe pas une seule électricité, mais deux types d'électricité. Une électricité vitrée dite de répulsion, et une électricité résineuse dite d'attraction. À peu près à cette même période, de l'autre côté de l'Atlantique, Benjamin Franklin réalisa des expériences plus ou moins similaires, mais son interprétation sera très différente. Selon lui, il considère l'électricité comme un fluide, et lorsqu'en frottant un tissu sur un matériau résineux, Franklin a l'intime conviction que le tissu donne une partie de son fluide, donc de son électricité, au matériau résineux. C'est pourquoi il désignera un matériau ayant reçu de l'électricité comme électrisé positivement, et un matériau ayant perdu de l'électricité comme électrisé négativement. Quelque temps plus tard, mais toujours à cette même époque, un Écossais du nom de Robert Seymour s'intéresse à la théorie de Franklin. Mais selon lui, l'intuition de Franklin comme quoi le tissu donne une partie de son électricité aux matériaux résineux n'est pas fondée. C'est pourquoi il préfère définir l'électricité comme un fluide neutre présent dans tout corps à l'équilibre et composé de quantités égales de fluides négatifs et de fluides positifs. Ceux-ci peuvent être séparés lors du frottement ou à l'occasion d'un phénomène d'influence. Il faut reconnaître que cette théorie se base finalement sur l'intuition de Franklin avec la rigueur de Dufay. Le problème, c'est que la communauté scientifique n'est pas unanime face à cette nouvelle théorie. C'est pourquoi deux théories vont cohabiter. La théorie du fluide unique de Franklin qui est largement adoptée en Angleterre et aux États-Unis, et la théorie des deux fluides de Seymour qui est davantage adoptée par l'Europe occidentale. C'est donc durant le début du XIXe siècle qu'un Français du nom d'André-Marie Ampère, et donc adepte de la théorie des deux fluides de Seymour, va publier un mémoire sur l'action mutuelle de deux courants électriques. Dans ce mémoire, Ampère va employer le terme de courant pour désigner chaque fluide, et pour ne pas les confondre, il va proposer la convention suivante. Il suffit de désigner la direction du transport de l'un des principes électriques pour indiquer en même temps le sens de déplacement de l'autre. C'est pourquoi, en employant dorénavant l'expression de courant électrique pour désigner le sens dans lequel se meuvent les deux électricités, nous appliquerons cette expression à l'électricité positive, en sous-entendant que l'électricité négative se meut en sens contraire. En tout cas, même si les Anglais et les Américains ne croient pas en la théorie des deux fluides, ils vont tout de même adopter la convention pour désigner le sens de déplacement de leur fluide unique. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Il faudra attendre le tout début du XXe siècle pour que l'anglais Joseph John Thomson ait le dernier mot. À cette époque, Thomson étudie le rayonnement cathodique, et c'est à cette occasion qu'il va effectuer une découverte qui aura l'effet d'une bombe. L'électricité est en réalité le déplacement d'un fluide unique composé de corpuscules, les électrons. Franklin avait raison. Enfin, pas tout à fait, puisque les électrons se déplacent du potentiel négatif au potentiel positif. Mais que faire alors ?
Changer la convention d'Ampère pour que le courant électrique corresponde au sens de déplacement des électrons? Eh bien non, la communauté scientifique s'est contentée de garder un courant électrique opposé au sens de déplacement des électrons. Mais alors du coup, est-ce que le courant électrique est réellement un déplacement d'électrons? Eh bien si l'on considère qu'Ampère en est l'auteur, et a priori c'est le cas puisqu'on lui rend hommage à chaque fois que l'on souhaite quantifier l'intensité, alors l'interprétation la plus rigoureuse selon Ampère du courant électrique est un sens conventionnel et uniquement un sens conventionnel. C'est pourquoi il semblerait que cette interprétation ait changé au fil des années. Mais est-ce que cela signifie que nous avons tous tort? Eh bien pourtant, je considère que non. On lui donne la définition qu'on veut, on lui donne le sens conventionnel qu'on veut. Parce que la science est avant tout une activité humaine et communautaire, à partir du moment où on se met tous d'accord, alors personne n'a vraiment tort.